Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Café du Dimanche où toutes les semaines nous parlons de la bourse, de l'économie, des opportunités qui s'ouvrent et qui se ferment, de ma stratégie boursière long terme ainsi que court terme. Aujourd'hui, le focus principal, c'est la situation actuelle. Sur certains marchés, notamment au marché américain et notamment Nasdaq, nous vivons un véritable crack ou presque crack. Je vais vous montrer quelles sont mes positions actuellement sur le marché, quelles sont mes attentes et quelles sont les perspectives pour les indices américains. Nous allons également regarder les indices européens. N'oubliez pas un like s'il vous plaît, ça m'aide énormément pour développer cette chaîne gratuite et inscrivez-vous en mettant la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos si ce n'est pas encore fait. Et MinderCash, ce n'est pas uniquement YouTube, aussi Telegram, où je poste beaucoup plus d'informations tout au long de la semaine boursière. Donc, le tableau de bord, commençons par les indices américains. 2%, on a l'impression que tout se passe bien. Mais c'est pas le cas. Regardons maintenant en détail. Si vous êtes abonné à Telegram, vous avez déjà vu tous ces schémas. Peut-être vous connaissez même mes positions. Eh bien, nous sommes dans une correction très profonde. Si on ouvre les médias financiers, c'est une catastrophe, c'est la fin du monde, c'est Trump qui a cassé les marchés, c'est la guerre commerciale, etc. Bon, tout un tas de justificatifs, mais le fait le suivant, personne ne va contester qu'il y a une véritable chute des marchés aux États-Unis. Cette chute de marché, elle a été anticipée sur la chaîne MinderCash. Vous pouvez revenir une avant-dernière vidéo où je disais que je vends les actions dans mon club MinderCash Patrimoine. Les détails sont à la description à cette vidéo. J'ai allégé significativement mon portefeuille avant ce crack. Il y a certaines actions qui ont dévissé de 30-40% que j'ai vendues tout récemment. Et maintenant, je suis dans une posture plutôt de changement d'avis parce que j'attends un rebond. Je vais enlever mes dessins pour que ça soit plus facile à lire, pourquoi je pense qu'il y aura un rebond. Je vous rappelle que je suis un adepte d'une approche basée sur les vagues et les hauts dans l'analyse technique. L'approche MinderCash se base sur 3 piliers, analyse fondamentale, analyse technique et l'analyse macroéconomique. La macro, on en parle pas mal, notamment sur Telegram, sur tout ce qui se passe actuellement autour des tarifs, autour de la guerre en Ukraine. Je l'ai fait déjà récemment des vidéos sur ce sujet, je pense que vous connaissez mon avis. Aujourd'hui, le focus c'est le momentum et qu'est-ce qui se passe exactement sur les indices. À ce moment-là, je commençais à alléger mes positions, donc heureusement, j'ai quasiment passé toute cette phase de chute des marchés US sans perdre beaucoup de PNL. Donc ceux qui sont fidèles à la chaîne MinderCash, vous vous souvenez que il n'y a pas très longtemps, il y a littéralement quelques semaines, je vous ai parlé d'une configuration extrêmement dangereuse qui est en train de se former sur l'indice S&P 500. C'est une configuration quand on sort de la vague 5 d'une impulsion, donc ça c'est une impulsion que je dessinais il y a un certain temps, et on forme un espèce d'un flag, en fait, si vous voulez, une forme correctionnelle où le marché n'arrive plus à aller plus haut car il y a une avalanche des ordres de vente à partir de ce certain niveau. Ce certain niveau pour S&P 500 c'est 6150 points, c'est déjà très élevé, c'est les plus hauts historiques, et on voyait clairement qu'à plusieurs reprises les marchés ne pouvaient pas dépasser ce seuil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gros poissons, les fonds, les hedge funds, les investisseurs importants vendent à ces niveaux-là et profitent pour alléger leur position. Ce n'est pas nécessairement qu'ils sont en train de shorter, mais ils ne veulent plus acheter. Et c'est les gros poissons qui font le marché. Certains vont me dire que les automates, mes amis, je travaillais pendant presque 4 ans dans les automates de trading, c'est pas vrai, c'est pas les automates qui déterminent les tendances des marchés. Les automates suivent généralement les tendances des marchés, mais ils ne font pas la modification de l'humeur sur les marchés. Voilà, ça c'est ça l'idée. L'humeur sur les marchés est formée toujours par les analystes, par les médias en quelque sorte, et par les gros investisseurs hedge funds, les fonds de pension, etc., etc. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Clairement, au niveau de 6150 points, il y avait des ventes massives des actions US. Voilà, ça c'était quasiment une évidence, je disais que c'est une configuration extrêmement dangereuse, et ça c'est confirmé, nous avons chuté. C'est à ce moment-là que je commençais à alléger mon portefeuille. Ceux qui sont abonnés à MinderCash Patrimoine, vous le savez parfaitement que j'ai fait une vidéo interne pour les membres du club, où j'ai présenté quelles sont les actions que je voulais vendre à ce moment-là, et c'est ce que j'ai fait. Bref, en tout cas, ça m'a permis d'éviter cette chute, notamment une des actions que j'ai vendues, c'était Accenture, qui je crois qui a dévissé de plus de 30% depuis ma vente, il y a littéralement 2-3 semaines, et maintenant je suis presque prêt de la reprendre, et actuellement, je suis dans une position très agressive avec des options. Je rappelle par déontologie que les options, ce sont des
instruments des professionnels sont très puissants, c'est des instruments non linéaires, on peut construire les stratégies complexes. D'ailleurs, j'ai une formation sur les options pour ceux qui veulent s'initier dans ce domaine. Elle n'est pas chère du tout, mais par contre les inscriptions seront fermées en juillet 2025, donc cette année, parce que à terme, je vais créer une version 2 qui sera éligible à tous les abonnés actuels, donc ceux qui ont actuellement les abonnements qui coûtent 199 euros, qui donne l'accès à vie, et ça donnera l'accès à vie à la version 2 qui sera beaucoup plus riche et beaucoup plus chère. Donc faites gaffe si ça vous intéresse à long terme. Donc ça, c'est peut-être une opportunité qui va être encore ouverte pendant 2-3 mois. Bref, voilà, les options, ce sont des instruments qui permettent effectivement de jouer des stratégies beaucoup plus sur mesure, notamment les stratégies basées sur la volatilité. On peut également mettre les positions d'attente, si vous voulez, ce qu'on appelle vente des puts. C'est une position stratégique pour les gestions de portefeuille, où vous êtes dans une posture où vous êtes quasiment gagnant tout le temps. Parce que si jamais votre option finit out of the money, comme dit sans valeur, dans ce cas-là, vous touchez le cash, car vous avez vendu l'option, c'est-à-dire que vous avez touché la prime. Si, au contraire, elle finit dans la monnaie et vous êtes exercé, donc ça veut dire que vous êtes assigné de l'action, vous êtes obligé de les acheter au prix du strike pour lequel vous avez vendu le put, vous vous retrouvez avec l'action dans votre portefeuille que vous vouliez de toute manière acheter. Voilà, donc ça le principe. Donc dans les deux cas, vous êtes content. Grosso modo, c'est une de mes stratégies préférées. Et cette stratégie, il était hyper intéressante encore récemment quand l'indice VIX c'est l'indice de la peur qui mesure justement la volatilité implicite des options sur l'indice S&P 500. Si ça vous intéresse les détails, et il y a 3 ou 4 semaines, j'ai fait une vidéo de Café Dimanche où je parlais du VIX. Et cette semaine, le VIX est là, atteint des niveaux presque de 30. C'est un indice très volatile, mais on l'utilise pas uniquement pour le trading, mais on l'utilise aussi pour l'analyse. Si cet indice va à des niveaux très élevés, dans ce cas-là, les primes des options deviennent très chères. Et ça, c'est le moment pour éventuellement exercer cette stratégie de vente des puts, parce que les primes seront très chères, vous pouvez vous générer beaucoup de cash, et si jamais vous êtes exercé, dans ce cas-là, vous allez obtenir la valeur. Donc vous pouvez voir que cette semaine, on a atteint au niveau de 28, donc on a presque touché le niveau 28. C'est pas fou, en fait, on a vu des niveaux encore plus importants, mais vu que cet indice représente la volatilité implicite, ici, il n'y a pas de trend. En fait, c'est un petit peu mathématique, statistique, ce que je veux vous dire, c'est que cet indice, il est mean reverting, comme on l'appelle. Il converge à chaque fois vers sa moyenne statistique. Ce n'est pas comme l'indice S&P 500 ou CAC 40, le DAX, où il y a des tendances. Ici, il n'y a pas de tendance. Vous voyez qu'en gros, il y a des montagne russe en gros, et chaque fois on retombe plus ou moins au même niveau. Et chaque pic, ça correspond à des crises sur les marchés, grosso modo. Donc ça c'est important parce que ma stratégie future sur S&P 500 va se baser sur cet indice. Actuellement, j'ai une position un peu complexe sur les options, je l'ai publié dans mon club, mais elle est très acheteuse. Mais ici, au niveau de 5500 points, j'ai ouvert une position mais énorme. Franchement, je vais vous dire concrètement, c'est une position très forte. Il y a des protections. J'ai mis des protections pour cette stratégie au niveau de 5400 points. Donc en dessous de 5400 points, je ne veux plus perdre de l'argent si jamais les choses ne se passent pas comme je veux. Et moi, je joue le rebond. Le rebond à moyen terme, si vous voulez, parce que cette correction que nous avons vécue récemment, je vois comme une correction ABC. Donc attention mes amis, j'espère que vous allez faire attention à ce modèle Elliott, et j'espère que mes nombreuses vidéos où je l'utilise, vous avez déjà donné une certaine confiance par rapport à ce modèle. On voit que très souvent les choses se passent comme ce modèle préconise. Actuellement, pour moi, on a fait réellement une vague A. Donc la vague A qui était très puissante. Honnêtement, quand j'étais là, si vous voulez, quand j'étais dans cette zone-là et je commençais à alléger mon portefeuille dans le club Minder Cash Patrimoine, je m'attendais pas que la vague A soit aussi forte. Je m'attendais qu'il y aura une vague acheteur bien plus tôt, mais finalement on l'a retrouvé uniquement au niveau 5500, 5150 points sur S&P 500. Donc du coup ça représente quand même une chute de plus de 12% à partir de ses plus hauts. Eh bien, je m'attends maintenant en rebond qui devrait aussi être puissant, en rebond dans la vague B, et la vague B normalement devrait s'arrêter sur le niveau 4. Donc vous voyez le niveau 4 de la précédente impulsion qui a précédé, excusez-moi pour, pour le jeu de mots, cette correction en zigzag ABC. Donc normalement on devrait aller là, et ensuite la vague C qui devrait se dérouler, et je ne sais pas où est-ce que ça va nous amener. Actuellement j'ai ouvert une position extrêmement importante qui est edgée en quelque part à un niveau inférieur,
et j'attends le rebond de vers 5700 points. C'est là où j'espère de prendre les profits. Pour moi, il y a une construction de rebond qui se forme clairement dans ces niveaux-là, et c'est pour ça que j'ai un petit peu osé de jouer cette stratégie spéculative. Ensuite, il y a un autre scénario qui n'est pas improbable non plus. Car, ok, ici on peut atteindre le niveau 4, mais ce n'est pas non plus une règle absolue. Donc dans l'analyse technique, c'est pas une science exacte. Il y a toujours des dérogations possibles. Eh bien, aujourd'hui, nous devons normalement, selon toute la théorie, revenir à un niveau 5700 points. Mais il y a aussi une autre possibilité que n'aille chercher dans ce rebond, s'il sera violent, la moyenne mobile de 100 jours qui normalement devrait être là. Et donc on peut aller jusqu'à 2000, 5800, 5900, voire 6000 points. Si on a cette correction, dans ce cas-là, la vague C devrait être extrêmement longue. Et dans ce cas-là, nous rentrons dans un mode crack. C'est que dans ce cas-là, c'est peut-être un peu paradoxal de le dire, que si le rebond dans la vague B sera puissant, que ça ouvre la possibilité que le crack va suivre. Et dans ce cas-là, effectivement, je vais commencer à ouvrir des positions vendeuses très puissantes à partir de niveaux quand on atteint la moyenne mobile de 100 jours. Pour le moment, on n'est pas là, on est loin de la moyenne mobile de 100 jours. Et si jamais on va former une autre formation beaucoup plus calme, sans crack si vous voulez, je peux imaginer encore une certaine construction en mode flat, oui, peut-être même en mode flat ou en mode diagonale, pour ensuite s'offrir une correction baissière modérée, donc pas comme je l'ai dessiné, mais peut-être on pourra s'arrêter à un niveau 5400, 5200, et construire à partir de là-bas des nouvelles impulsions pour repartir vers leur nouvelle vague de hausse. Pour moi, un crack devrait arriver sur un fond des actualités qui sont peut-être inédites, une espèce de Black Swan. Ce week-end, il était prévu comme le week-end à risque avec le potentiel shutdown aux États-Unis, mais ça ne s'est pas confirmé. Apparemment, les démocrates n'ont pas fait comme les républicains avec ce chantage autour de la dette US, le relèvement du plafond. Et j'espère que ce week-end se passe calmement et on va continuer ce rebond au début de la semaine prochaine. Et si ça sera le cas, dans ce cas-là, ça sera un gros bingo pour moi. Et pourquoi je vous ai parlé de VIX tout à l'heure, de l'indice de la peur de volatilité? C'est parce que si on va rebondir sur le niveau B, dans ce cas-là, ça sera un soulagement sur le marché, donc peut-être une amélioration de la situation politique, géopolitique, peut-être Donald Trump va tenir des propos pro-européens, parce qu'il change d'avis tous les jours, hein, en fait, donc là on le connaît. Et bien, l'indice VIX devrait retomber sur sa moyenne, pas moyenne mobile, mais sa moyenne qui se trouve genre autour de 15-16. Si on va voir le VIX à 15-16, ça sera une excellente opportunité et ça va normalement correspondre à ce niveau, on va dire le sommet de cette vague de rebond B. À ce moment-là, je pourrais imaginer un achat massif du VIX, voilà. Oui, reprendre les positions short en achetant le VIX, parce qu'attention, quand vous achetez la volatilité, cela veut dire que vous êtes structurellement short sur les marchés, car la volatilité généralement augmente, dans la majorité écrasante des cas, quand les marchés baissent. Donc, et pour moi, ça sera effectivement une énorme opportunité que j'attends avec grosse impatience. Voilà, c'est ce qui concerne l'indice américain. Maintenant, notre cher CAC 40, la situation elle est un petit peu différente et la construction elle est plus complexe. On a eu une correction, mais c'est une correction plus lente. En fait, si vous voulez, on a un trend baissier, mais ce trend n'est pas aussi puissant parce que aujourd'hui nous observons la décorrélation des indices américains et des indices européens. Dans ma précédente vidéo de Café Dimanche, je vous ai parlé que on va peut-être même vivre une décorrélation entre les indices au sein de l'Europe en fonction de leur exposition sur le secteur de la défense. Ici, j'aimerais bien faire une petite parenthèse politique, géopolitique, si vous voulez. On a parlé dans la précédente vidéo du secteur de la défense, encore une fois. Ça fait un an que j'en parle. Je dis que, attention mes amis, le secteur de la défense, secteur de la défense. C'est vrai que j'étais plus axé sur les États-Unis, mais même le secteur de la défense aux États-Unis se performe très bien. En Europe, encore mieux. C'est un sujet où je suis assez contrariant parce que il y a eu des événements assez importants cette semaine où on continue à parler des plans de
financement de la défense. D'ailleurs, je vais vous présenter maintenant mon programme politique, comment moi je le ferai pour financer la défense européenne. Il y a tout un tas de choses qu'on entend. Il y a le Parlement français, l'Assemblée nationale, qui a fait une résolution sur l'Ukraine, que pour soutenir l'Ukraine, c'était plutôt symbolique. Bref, pour résumer, ils ont dit qu'il faut saisir les actifs de la Banque centrale russe qui ont été gelés après le début de conflit ukrainien. Vous connaissez ma position très ferme sur la Russie, sur l'Ukraine. Oui, je suis ouvertement pro-ukrainien. Je suis pas pro-ukrainien, excusez-moi, je suis pro bon sens, pro la paix, pro l'humanité, le monde normal, le monde sans violence. Actuellement, c'est le synonyme d'être pro-ukrainien et anti-Vladimir Poutine. Voilà, ça c'est ma position claire et nette. Mais en même temps, je dirais que saisir les actifs russes sans processus juridique, ça serait une grosse erreur. Les raisons sont évidentes parce que la dette externe française doit être attractive, non seulement pour les pays, on va dire, alliés, mais aussi pour les pays qui sont potentiellement pas nécessairement alliés, notamment la Chine, les pays du Golfe, qui veulent éventuellement investir dans la dette européenne, ils doivent être sûrs qu'ils vont pouvoir la récupérer, même s'il y a un désaccord politique avec eux. Si on va saisir aujourd'hui les actifs russes, dans ce cas-là, ça crée un casus belli que, voilà, maintenant, finalement, que quand on est politiquement pas d'accord, on peut faire ce qu'on veut avec l'argent. Je pense qu'il faut les saisir. Ça, c'est peut-être une contradiction, qui peut paraître comme une contradiction, mais ça doit précéder d'un processus juridique potentiellement très long et très lourd, où les différentes personnes de l'État russe devraient être convoquées. Ils vont jamais se rendre sur place, comme on a fait pour le Boeing qui a été abattu sur l'Ukraine en 2015. Donc il y avait tout un processus qui a duré plusieurs années. Donc plusieurs personnes ont été convoquées. Une personne de la Russie qui était venue, elle était reconnue non coupable. Attention. On est allé au bout de ce processus et on a fait certaines conclusions. Si on fait la même chose pour la Russie, dans ce cas-là, on pourra saisir les actifs russes. Vous savez, ce qui est important, que même si on trouve des failles juridiques qui permettraient de le faire, ça donnera un message très négatif pour la dette européenne, qui est déjà endommagée. Déjà, on n'a pas de croissance, on a beaucoup de dettes, dette sur PIB, elle est énorme, il y a des déficits partout. Déjà, elle n'est pas hyper attractive. Mais si on va faire ce genre de truc, dans ce cas-là, elle va être pas du tout attractive. Et dans ce cas-là, il faudra les financer d'une manière différente. Par contre, comment financer le secteur de la défense? Ça, mon programme électoral, mes amis. Quand j'ai entendu les annonces de la Commission européenne et des différents pays, notamment la France et l'Allemagne, la première chose à quoi je pensais, c'est le Japon. Vous savez pourquoi? C'est un petit peu surprenant, n'est-ce pas? Parce que le Japon figure tout le temps entre les pays les plus endettés au monde. Alors regardez ces statistiques, c'est bon, Venezuela, c'est un cas particulier, j'imagine. Après le Japon, 250% de PIB. Pour comparer, les États-Unis, c'est 134 et on parle que c'est super endetté. L'Italie, à 156, on dit que c'est super endetté. C'est quoi le problème? Pourquoi Japon, ce n'est pas un problème, et par exemple la France, l'Italie et les États-Unis, c'est un gros problème? Bah, la différence de la dette de Japon, grosse partie de cette dette, elle est par rapport aux citoyens japonais. C'est une dette interne. Il faut bien séparer que la dette en dette interne et la dette externe. Par exemple, quand vous prêtez à quelqu'un de votre famille, c'est pas la même chose que vous avez prêté à votre voisin, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Et pour financer la défense, je pense qu'il faudrait lancer un emprunt interne pour les citoyens français, avec un taux attractif peut-être défiscalisé, un petit peu comme le livret A. Je trouve que créer un livret défense serait super intéressant. On pourrait jouer avec le taux pour que les gens qui ont placé leurs argent sur le livret A, il y a quand même un encours assez significatif sur le livret A, pourraient déplacer leur argent sur ce compte défense. S'il faut faire vite, dans ce cas-là, vous pouvez même préserver les intérêts cumulés entre ces deux placements. Pourquoi pas? Et comme ça, si on a besoin de financer la défense, on rend ce taux légèrement supérieur à livret A, qui actuellement finance les logements sociaux, si ma mémoire est bonne. Si maintenant la priorité c'est la défense, dans ce cas-là, ce placement va être privilégié, le taux sera légèrement supérieur à livret A, et vu que ça joue à pas grand-chose, et on peut, avec un simple virement, on peut le déplacer sur ce compte livret D, défense, et qui permettra de financer justement le secteur de la défense avec la dette interne, avec la dette des
contribuables français. Donc les Français vont bénéficier des taux intéressants et l'État va avoir des fonds pour financer la défense. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire parce que même l'encours de livret A n'est pas suffisant pour rearmer la France et l'Union européenne. On peut éventuellement lancer les placements similaires au niveau européen, pourquoi pas, et on peut également essayer d'attirer le capital privé dans le secteur de la défense. Vous savez, on peut financer le projet de différentes manières. Et les deux manières les plus communes, c'est soit le financement par la dette, soit le financement par l'apport dans le capital, donc achat des actions. Pour l'achat des actions, nous avons des enveloppes que vous connaissez tous, c'est le PEA, PEA, PME et tout un tas d'autres enveloppes, notamment le livret A. Par contre, l'encours des Français sur le livret A, il est immense. Et la plus grosse partie de ces encours sont placés sur les fonds en euros. On pourrait essayer de challenger les épargnants français, mais de manière, vous voyez, spécifique. Pas genre en leur obligeant de faire ça et ça et ça, ou sinon on vous taxe à fond. En leur proposant un autre véhicule de placement, par exemple un ETF défense, où vous pouvez investir soit avec un capital garanti, soit avec des différents cadeaux fiscaux qu'on puisse imaginer. Ça, je pense que ça va être assez intéressant comme une alternative à livret A ou comme une alternative au placement assurance vie compte en euros. Dites-moi dans les commentaires si vous votez pour ce programme de Pavel pour les élections et refinancement de la défense. Je pense que ça pourrait déjà être un pas en avant et pas les pauvres 500 milliards ou 800 milliards, je sais pas, que Ursula von der Leyen a annoncé il y a quelques semaines. Ensuite, si je reviens au graphique, donc du coup pour moi CAC 40, il est toujours sur la pente descendante, on a essayé une tentative de rebond, mais ici, c'est pas tellement la guerre, pas tellement la défense, car à part Thales et Dassault Aviation, on n'a pas beaucoup de valeur de la défense, et dans l'industrie lourde, on va dire, dans le secteur, c'est surtout le luxe, c'est surtout Total Energy, qui pèse sur le CAC 40, Sanofi également, et là, c'est pas terrible. C'est pas terrible de deux points de vue. Vous savez que ma plus grosse position dans mon portefeuille Miner Cash Patrimoine, même pour ceux qui ne sont pas abonnés, je ne le cache pas, c'est Total Energy. J'adore cette entreprise. Mais n'oubliez pas que Donald Trump a mentionné, et à plusieurs reprises d'ailleurs, que son arme de pression sur Vladimir Poutine, ça sera les prix de pétrole. Si jamais il n'est pas d'accord, il a dit qu'on va faire baisser les prix de pétrole, il va être d'accord. Et il a raison. Je trouve aussi que c'est beaucoup plus efficace que beaucoup des sanctions qui ont déjà été mises en place depuis le début du conflit. S'il va emprunter ce chemin, car elle est en train de faire une petite marche arrière par rapport à ses positions pro-poutiniennes de ces dernières semaines, heureusement, il peut faire baisser les prix de pétrole qui ont déjà pas mal baissé, encore plus, et ça va quand même à un moment donné frapper aussi les actions comme Total Energy. Donc de ce point de vue-là, un des locomotives du CAC 40 risque de souffrir dans les semaines, voire les mois à venir. Et le luxe, par contre, c'est vraiment catastrophique. On a les tarifs qui sont imposés sur les vins spiritueux français à 200% de la part des États-Unis. C'est une annonce de cette semaine. Pour moi, le luxe va suivre. Je vois pas comment le luxe pourrait échapper ces tarifs. Honnêtement, mes amis, j'étais toujours, depuis la réélection de Donald Trump, était assez attentif, j'étais à l'écoute de cette proposition. Je n'ai jamais été anti-Trump a priori. Donc je voulais pas le critiquer avant qu'il commence à faire quelque chose de concret. Autant je comprends certaines de ces démarches, autant je ne comprends absolument pas ces histoires des tarifs, surtout avec des pays alliés. Bon, il fait son jeu. Peut-être à la fin on verra ce qu'il voulait exactement. En tout cas, aujourd'hui, on est en pleine guerre tarifaire et les Européens, les Canadiens ripostent avec leurs tarifs et on ne sait pas où ça va mener. Pour l'instant, les annonces sont menaçantes. Ici, on reste dans cette configuration, donc on voit si on reste dedans, tout peut changer avec Donald Trump très rapidement, le luxe va continuer à souffrir. Donc je ne vois pas pourquoi le luxe devrait rebondir dans cette situation, pour moi c'est absolument absurde. Donc pour moi, nous devons continuer à glisser sur le CAC 40 tout le long de cette pente descendante. Sur le DAX, je regarde pas beaucoup cet indice, mais la situation ici elle est encore plus particulière que sur le CAC 40, parce que si le CAC c'est le luxe et Total Energy, ici c'est plus les sociétés industrielles et l'Allemagne c'est un pays à deux vitesses, ils sont en récession, tout ce qui est interne en Allemagne ça va pas du tout, il y a une espèce d'une bulle autour des secteurs de la défense, notamment Rheinmetall, et quasi-défense, on va dire, semi-défense.
Tout ça, ça fait un hype énorme autour de certaines actions en Allemagne ces dernières semaines. On le voit sur les bougies. Donc là, les bougies étaient calmes avant. Et là, on a vraiment une incertitude majeure. On est en train d'attaquer les différentes moyennes mobiles. Mais pour moi, le momentum est tellement important que la correction s'impose tout simplement. Moi, je n'y crois pas au plan de relance efficace, en tout cas en Europe. Ça, je veux faire encore une autre parenthèse plus générale macro-européen cette fois, pas français mais européen. Parce que, en connaissant un petit peu les politiciens, préfère toujours la solution simple et rapide. S'il y aura une opportunité de revenir autour de la table avec Donald Trump et renégocier éventuellement certaines règles au sein de l'OTAN pour éviter ce financement de la défense, éviter ces problèmes sociaux pour convaincre les différents partis de gauche, droite, extrême droite, de financer, envoyer de l'argent dans le secteur de la défense, ils vont le faire. Mes amis, on vit malheureusement dans un monde complètement cynique. Les politiciens veulent se faire réélire et rester au pouvoir. Aujourd'hui, le parti qui va proposer de réduire les dépenses sociales en faveur de la défense va sortir direct. On a des extrêmes, notamment les extrêmes droites, qui arrivent de plus en plus souvent au pouvoir dans les différents pays, et pratiquement tous ces partis des extrêmes droites et aussi de l'extrême gauche, ils sont contre les investissements massifs dans la défense, ou bien ils sont pour formellement, mais quand on rentre dans les détails, on se rend compte qu'ils sont contre. Donc faites attention que l'Europe, bon, heureusement que ce sont des pays démocratiques, le pouvoir peut changer, et ce dernier temps, quand il change en faveur des extrêmes. Et les extrêmes ne vont pas supporter ces projets d'investissement massif dans la défense. On n'est pas un seul pays en Europe, et je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'organiser pour investir massivement dans le secteur de la défense. Et en plus, à la fin de cette semaine, on a sorti encore un dossier sur la corruption au sein de Parlement européen qui va à nouveau inciter tous ces débats eurosceptiques. Donc faites attention, ne pas trop s'emballer sur la défense européenne. Ce n'est pas encore sûr que les Américains vont se désengager de l'OTAN. Il faut comprendre vraiment les intérêts de Donald Trump. S'il n'est pas complètement con, il voit que l'OTAN, c'est quand même un instrument extrêmement puissant dont les États-Unis bénéficient aujourd'hui. Sortir de l'OTAN, des États-Unis, ou ne pas soutenir ses alliés au sein de l'OTAN, ça me paraît quand même extrêmement, je veux pas dire improbable, mais c'est tellement stupide que j'ai du mal à croire que l'entourage de Donald Trump puisse aller dans cette direction. Et n'oubliez pas que, au contraire, l'armée russe savourée. Si vous pensez que c'est une armée puissante, renseignez-vous. Regardez comment ils font la guerre, avec quel matériel, avec quelles ressources. Franchement, avoir peur de la Russie, en son état actuel, ça n'a juste pas de sens. La Russie peut faire peur uniquement à des pays pauvres de l'ex-soviétique. Les pays où il n'y a pas d'armée, justement, s'ils désarment l'Ukraine, oui, ça va représenter un danger. Vous voyez, même l'Ukraine, ils n'ont pas pu conquérir. Ils ont pris 20-30% de leur territoire avec une armée qui était 4 fois plus importante. Et avec des préparations depuis 10 ans pour faire cette invasion. Ils ont rien réussi. Seul argument que Vladimir Poutine aujourd'hui a entre les mains, c'est les armes nucléaires. C'est tout. Seule chose qu'il faut s'assurer que, à la fin de cette guerre en Ukraine, pour que la Russie ne puisse pas reconstruire son armée grâce à la Chine, grâce à n'importe quelle autre puissance. Il faut juste contrôler pour qu'il n'y ait pas de développement militaire au sein de ce pays. Aujourd'hui, elle ne peut pas représenter un danger militaire. Donc certains parlementaires, encore une fois des extrêmes, qui disent qu'on joue un peu trop à se faire peur, ils n'ont pas totalement tort, mais il faut être vigilant. Il faut qu'on soit capable de se défendre, ça c'est sûr et certain, mais peut-être il n'y a pas de nécessité absolue. Et les politiciens, ils peuvent très facilement trouver une échappatoire, peut-être avec collaboration avec Donald Trump. Après, ils vont espérer que lors des prochaines élections, c'est les démocrates qui reviennent, et du coup, on revient en statu quo avec le temps en tête et les États-Unis qui fait le parapluie militaire sur l'Europe. Et dans ce contexte, pour moi, le DAX, c'est plutôt quelque chose de émotionnel, et où surtout l'effet de ces annonces, de ces peurs, de ces investissements peut-être excessif de la part des investisseurs privés dans le secteur de la défense. À voir. Peut-être je tort, dites-moi dans les commentaires si vous pensez autrement. Mais en tout cas, pour moi, ça me paraît un peu trop surjoué cette thématique, même si moi-même, je vous disais, je pense que depuis 1 an et demi, mais je le répète, que le secteur de la défense, c'est le rare secteur qui nous offre une visibilité quasiment parfaite.
Voilà mes amis, j'espère que c'est tout. Je vais continuer mes vacances. Je suis en vacances cette semaine. C'était une semaine assez chargée quand même parce que j'ai dû suivre les marchés avec toutes ces positions énormes que j'ai prises. On va voir comment ça va se dérouler la semaine prochaine. J'espère que ça va se dérouler bien. En tout cas, on reste en contact sur Telegram pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour ceux qui sont abonnés sur Discord et partout où je suis présent. Allez, passez un bon dimanche et n'oubliez pas en like avant de partir, partagez cette vidéo avec vos amis qui voudront peut-être nous rejoindre. Allez, bye bye, ciao. Mind your cash.